on a l'honneur et la chance d'accueillir Laurent Richard, qui a été organisation internationale, Guernica, ONG, et aussi qui est maintenant professeur de mathématiques à l'École internationale de Boston. Donc aujourd'hui, on va aborder la question du droit d'ingérence. Qu'est-ce que tu penses, toi, du droit d'ingérence? Quand on dit droit d'ingérence, tu réagis comment? Alors quand on dit droit d'ingérence, je réagis de façon en disant que déjà c'est mal parti, puisque le débat ne devrait pas se situer là. Ah, c'est énorme. Parce que le droit d'ingérence, c'est la notion française liée à Kouchner, et que c'est plus celle-là qui domine au niveau international maintenant. Ça reste la référence morale. En France, oui, parce qu'on est focalisé sur notre idée, parce qu'évidemment, c'est évidemment une idée qui en partie vient liée au travail de Kouchner. Après, ça reste une référence pour nous, je pense, mais on n'en est plus là. Est-ce qu'il faut expliquer aux auditeurs qui n'ont pas passé 10 ans dans une ONG en Bosnie ce qu'est le droit d'ingérence? Le droit d'ingérence. Alors, pour expliquer ce que c'était la notion de droit d'ingérence. Attends, j'ai Wikipédia sous les yeux si tu veux. Ouais, alors peut-être ça sera plus simple, mais l'idée toute simple, c'est de dire qu'à un moment donné, quand il y a une population en danger, on peut outrepasser la souveraineté d'un pays pour aller protéger cette population. Et donc s'ingérer dans les affaires de ce pays-là. Sur le principe, toi, tu soutiens finalement cette vision un peu. En Irak, c'était une bonne idée, non? Non, mais après, si j'ai le temps de m'exprimer, évidemment, je pourrais expliquer, mais parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que nous, on s'ingère dans tes explications, vas-y. Non, mais l'idée du droit d'ingérence, elle est toute simple. Elle part de ça, de dire que s'il y a une population en danger, on peut se permettre d'outrepasser la souveraineté d'un pays pour aller protéger cette population. Donc après, voilà, est-ce qu'on est d'accord ou pas sur cette notion-là? Ça peut peut-être faire débat. Moi, a priori, je serais pour. Après, tout reste à définir la façon dont on le fait, dans la façon dont on se le permet au niveau du droit international, etc. Quelle opération tu garderais vraiment comme modèle d'ingérence humanitaire, bien sûr? Moi, celui que je connais, que j'ai supporté et que j'ai demandé même après en tant que membre d'une ONG, c'était celle du Kosovo. Après, celle du Kosovo est un cas particulier et qui permet de comprendre ce qui s'est passé à suite dans les années 90 et maintenant 2000. C'est-à-dire que le Kosovo est un cas particulier où il y a une population en danger et où on a une intervention internationale, mais qui se fait sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'il n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et cependant, il y a eu quand même une intervention militaire. D'où un dilemme qui date donc des années 1999, où après du coup Kofi Annan a demandé, a chargé l'Assemblée générale des Nations Unies de réfléchir, de mettre en place un cadre pour permettre ce type d'intervention, en tout cas donner un cadre légal où tous les pays se mettent d'accord pour permettre ce type d'intervention, selon après des normes définies. C'est normal que l'ONU se charge c'est une vraie usine à gaz, l'ONU, c'est moi qui se charge de ce sac de nœuds conceptuel, parce que si je comprends bien, en gros, finalement, avec le droit d'ingérence, on va violer la souveraineté de la Serbie de manière à protéger les Kosovars, et une fois qu'on les a protégés, on va protéger leur souveraineté contre les Serbes, qui eux pourraient utiliser également leur droit d'ingérence et revenir se venger. Donc, alors là, si vous voulez, vous me lancez sur ce sujet-là, vous allez lancer le magnéto. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Kosovo? On respecte la souveraineté du Kosovo ou pas? Damien, je crois, a touché. Si on respecte. A touché les côtes de temps. Je veux dire, c'est une règle d'or. La souveraineté du Kosovo donc doit être inviolable. Mais non, juste pour expliquer, avant de s'emballer là. Avant de démarrer la voiture. Sur la question yougoslave, on avait une constitution de 75-76, plus de Tito, qui met en place des républiques au sein de la Yougoslavie. On a 5 républiques et on a 2 provinces autonomes, la Voïvodine et le Kosovo. Sur ces provinces autonomes, elles ont un certain nombre de droits
par rapport à la Serbie. On est parti pour un cours d'histoire, là. Oui, non, mais parce qu'autrement, à ce moment-là, on peut dire n'importe quoi. Ouais, c'est pas ce qu'on a dit que tu disais. Mais merci. Et donc, il y a, au début du conflit, ou juste avant, se réunit une commission Banneter qui réfléchit sur légalement, par rapport à la constitution de la Yougoslavie, qui a le droit de faire quoi, etc. Donc, la commission Banneter statue que chaque république a le droit à l'autonomie avec l'organisation d'un référendum et compagnie, ce qui donne la déclaration d'indépendance de la Slovénie, de la Croatie, puis de la Bosnie-Herzégovine qui entraîne la guerre. Sur le Kosovo, c'est évidemment un peu différent parce que c'est une province autonome. Mais cependant, ce qui se passe, c'est qu'on a des années et des années d'oppression de la population albanaise. Évidemment, le gros problème, c'est qu'on connaît très peu ou pas grand-chose de cette période-là, ce qui, du coup, embrouille complètement la réflexion sur ce qui s'est passé, où tout d'un coup, une partie de la population s'est réveillée en disant « Tiens, les Américains interviennent au Kosovo, c'est encore un coup de l'impérialisme et de l'OTAN, etc. » Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, il y avait quand même pendant plus de 10 ans, Milošević avait mis en place une politique de répression qui s'apparentait à ce que vivaient les Noirs en Afrique du Sud au moment ou les Kurdes en Irak. Ou les Kurdes en Irak, ouais, bien vu. Les Kurdes en Irak, pas exactement. Ils ont pas mal souffert. Oui, mais c'est pas. Après, si vous voulez tout mélanger. Si on me suit, le truc c'est qu'est-ce qui se passe? On a dans les années 90 une suite de massacres, de génocides, de crimes de masse qui se passent, que ce soit au Rwanda et en Bosnie-Herzégovine. Donc la solution c'est la souveraineté. Mais c'est pas la question de la souveraineté qui se pose là, c'est la question de protéger une population. Et la question maintenant, elle se pose même plus en droit d'ingérence, ça se pose en termes de responsabilité de protéger. Ce qui est différent, et après je reviendrai peut-être là-dessus, mais du coup on a ça qui se passe. Bosnie, Rwanda, on n'a pas réussi à empêcher les massacres. Il y a des génocides, en particulier celui de Srebrenica qui est marquant parce qu'il se passe en Europe, et on s'était bien dit plus jamais ça, alors que voilà, on n'a pas réussi à empêcher le massacre de plus de 8000 civils en Europe. Et donc on a ensuite, on savait, toutes les personnes qui suivaient la situation en Yougoslavie, savaient que politiquement Milošević s'était construit avec le Kosovo par rapport à l'opposition avec les Albanais, par rapport à toute la mythologie serbe qui est de dire que le Kosovo est le berceau de la nation de Serbes, etc. Tout le nationalisme serbe, une grosse partie se construit là-bas. Et donc on sait que Milošević, parce que les Albanais ont décidé de se défendre de façon pacifique, a gardé ça de côté et a pu se charger de la Bosnie, de la Slovénie, puis de la Croatie, puis de la Bosnie-Herzégovine, et qu'une fois qu'il a plus ces trois pays-là à s'occuper, que le conflit en Bosnie-Herzégovine est réglé, c'est-à-dire en 1995, s'opposent de graves problèmes économiques, et que, en vieille logique et en vieux renard, il sait très bien que dès que tu as un problème intérieur, il faut essayer de le déplacer de façon extérieure, et donc au lieu de le mécontentement de la population serbe, il va le déplacer de la question économique sur le danger de la population albanaise qui fornique comme des lapins, qui sont en train de conquérir au niveau démographique la mère patrie de la Serbie, c'est pas possible, et que donc il cadenasse la population albanaise, il vire tout le monde des universités, il empêche le droit à l'éducation, tout un tas de mesures qui, du coup, se rapprochent de l'apartheid en Afrique du Sud. Oui, mais là, on n'est pas dans un procès de Milošević, on cherche à réfléchir l'outil. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en 98, on voit la répression augmenter, on sait que ce qui va se passer au Kosovo, on le sait à la lumière de ce qui s'est passé en Bosnie, de ce qu'est Milošević, et donc on sait que si on n'intervient pas, on va avoir des crimes de masse, il y en a déjà eu un à Ratchak, etc. Et donc, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on avait Chirac, on avait Clinton qui ont connu Srebrenica, et on avait Kofi Annan qui a connu Srebrenica, et on sait que c'est plus possible, qu'on ne peut pas autoriser une nouvelle fois le massacre. Et donc on intervient, l'OTAN intervient, empêche les massacres des Albanais, et qu'après, une fois qu'on a ça, effectivement, comment on fait? Non, mais comment on fait? Il va finir sa phrase. On a une province, le Kosovo, avec une population formée, je ne sais plus à quel pourcentage, mais 80% voire plus de population albanaise. On a une répression qui a duré pendant toute l'ère Milošević,
aussi pendant l'ère de Tito, et on a du coup la solution, la moins mauvaise solution, c'est de donner une autonomie, donc la souveraineté aux Albanais du Kosovo, parce que c'est impensable et c'est impossible de faire que les Albanais du Kosovo, après ce qu'ils ont subi, soient et vivent sous la tutelle de Belgrade. Oui, surtout que le régime de Belgrade, et encore aujourd'hui, n'est pas encore complètement guéri du nationalisme qui il faudrait qu'on s'ingère un peu plus. Du coup, effectivement, il y a quelque chose qui me trouble, c'est quand même bizarre. Là, on n'est plus trop sur la responsabilité de protéger, mais là, il y a quelque chose d'assez sur la question de la souveraineté. Je passerai à autre chose. Si on résume bien, finalement, on va protéger la souveraineté, la nouvelle souveraineté. C'est pas qu'on la protège, c'est qu'on protège une population en violant une autre souveraineté. Donc il me semble qu'il y a une sorte de petite contradiction. Mais la souveraineté, elle n'est pas violée. La souveraineté, elle est quoi? Une souveraineté, elle ne vaut que si elle est... Non, la souveraineté, elle ne vaut que si elle est reconnue par un autre pays. D'accord? La souveraineté de la Serbie, du Kosovo, elle ne vaut que si d'autres pays la reconnaissent. Elle n'est pas instituée. La souveraineté n'est définie que parce que les autres reconnaissent une souveraineté. Et toute population de n'importe quel pays peut se déclarer indépendante. D'accord? C'est possible. Après, est-ce que ça aura valeur légale? Est-ce que ce sera reconnu? Est-ce que vous aurez un siège au sein de l'ONU? Ça, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. Ça ne vaut que si elle est reconnue par d'autres. Tu parles du regard des autres et de l'ONU, je saute là-dessus. Le droit d'ingérence humanitaire, c'est quand même lié aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme, dans sa conception. Ouais. Tu parles donc souvent du regard des autres, et je te pose la question, en sachant qu'il y a 88 pays démocratiques à l'ONU sur 193 membres, une minorité, qu'est-ce que tu penses des remarques des Chinois qui disent que ce n'est pas légitime comme concept de droit d'ingérence, en sachant que c'est une version démocratique finalement d'une guerre. Et libérale. Et libérale, oui, en sachant que finalement, la plupart des pays ne partagent pas ces idéaux démocratiques. Où est la légitimité? Alors c'est là où je pense que en France, ou peut-être même partout, mais on se focalise sur le droit d'ingérence. Il faudrait comprendre que depuis 2005, le droit d'ingérence c'est fini, ça n'existe plus. Remplacé par quoi? Alors, ce qui remplace la notion de droit d'ingérence, justement parce que c'était quelque chose qui posait problème et qui n'était pas accepté par la Chine, par les pays du Sud, etc., parce que justement ça mettait en péril le droit à la souveraineté, c'est-à-dire de gérer leur État et la population à l'intérieur de leurs frontières. On a donc tout ça, cette souveraineté, c'est donc, pour revenir, le traité de Westphalie, 1648, on met fin à la guerre de 30 ans, je crois, c'est la gestion de la fin du Saint-Empire romain germanique, et on définit pour la première fois les contours de ce qui régit notre monde actuel, c'est-à-dire la souveraineté d'un État, où on donne le droit à un pays de gérer à l'intérieur de ses frontières, comme il le sent, comme il le veut, sa population, et en même temps, on dit, par contre, tu t'ingères pas dans mes affaires, c'est-à-dire, tu t'occupes des tiennes, je m'occupe des miennes, mais justement, il n'y a pas d'ingérence entre États, et il n'y a pas une entité supranationale qui s'ingère à l'intérieur. Cette idée, elle est stabilisatrice pour toute l'Europe, elle va se répandre dans le monde entier, on a cet ordre international qui se met en place. Sauf que ça permet aussi à des tyrans, justement quand tu dis que ce n'est pas des États démocratiques, effectivement, à des tyrans de s'en servir de ça et de faire tout ce qu'ils veulent, de massacrer leur population pour pouvoir gérer et rester au pouvoir. Ouais, qui sommes-nous pour intervenir chez eux Non, mais on est d'accord. Pour l'instant, on peut être d'accord. Arrive la Seconde Guerre mondiale. On a la création de l'ONU, on a une charte des Nations Unies, on a aussi des contraintes qui viennent se lier à la question de la souveraineté en disant ok, vous avez la souveraineté, vous gérez votre pays, mais par contre, voilà ce sur quoi on s'est mis d'accord tous, c'est-à-dire une charte des Nations Unies, des droits de l'homme, donc on doit protéger les droits d'un pays, etc. Après, est-ce que c'est appliqué ou pas, c'est encore une autre paire de manches. Mais en tout cas, on se met d'accord, donc c'est un début de réglementation de la souveraineté et de choses. C'est là où on arrive dans les années 90. Tu voulais dire quelque chose ?
Oh non, on arrive dans les années 90, Bosnie-Rwanda, on dit c'est plus possible. Et les populations, les populations disent c'est pas possible que l'ONU permette de faire ça sans réagir. Et donc on arrive à 99, Kofi Annan déclare qu'il faut faire quelque chose pour que les frontières d'un pays ne soient pas la protection de criminels de guerre et de génocidaires.